Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du bilan lecture du mois de juillet. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets le lien en description. On va faire ce bilan sous forme de top flop et il y aura en tout 11 titres. Sans plus tarder, c'est parti. Et à la 11e place, un gros flop pour moi, ce sera Kamakura Diary. Je parle de ce manga sur la chaîne depuis pas mal de temps puisque ça fait longtemps que j'ai envie de l'acquérir. J'avais flashé sur les couvertures et j'avais réussi à mettre la main sur l'intégrale. Si je ne vous le montre pas en physique aujourd'hui, vous vous doutez que c'est parce que je l'ai vendu. D'ailleurs, je l'ai vendu à quelqu'un de confiance puisque je l'ai vendu à Parc Lunaire. Soit dit en passant, il fait du super contenu sur Instagram. Je vous mets le lien de sa page en description. Pour revenir à Kamakura Diary, on va suivre 3 sœurs qui apprennent que leur père est mort, sauf que ce père, elles ne l'ont pas vu depuis 15 ans. Et quand elles vont se rendre à son enterrement, elles vont rencontrer notamment leur demi-sœur, donc il y a une autre mère qui est plus jeune qu'elle. Et après toute une succession d'événements, l'une des 3 sœurs, Sachi, va proposer à Suzu, la demi-sœur, de venir vivre avec elle à Kamakura. Le pitch est pas trop mal, même si j'avoue que j'avais acheté ce manga surtout pour les couvertures, je savais à peu près de quoi ça parlait. Et quand j'ai ouvert et quand j'ai lu, c'était une désillusion. Déjà, contrairement à ce que nous promettent les couvertures, je trouve le dessin dedans pas si... déjà, contrairement à ce que les couvertures peuvent nous promettre, je trouve le dessin de Kamakura Diary pas si ouf à l'intérieur. Et surtout, le gros point noir, c'est trop de blabla. À chaque chapitre, j'ai l'impression d'être dans les heures les plus sombres de Hunter x Hunter, sauf que Hunter x Hunter était un shonen, donc souvent le blabla pouvait se justifier, notamment sur les explications du nen, etc. Là, on est dans une tranche de vie. Et avoir trop de blabla comme ça dans une tranche de vie, pour moi ça ne correspond pas, surtout que le thème est sympa, mais pas assez intéressant pour avoir autant de fioritures autour. Il faut savoir que Kamakura Diary, c'est par Akimi Yoshida, qui est aussi l'auteur ou l'autrice de Banana Fish. Et si vous aviez suivi sur la chaîne, j'avais aussi acheté Banana Fish, et puis à la lecture du tome 2, j'avais décidé de revendre la série aussi. Donc décidément, deuxième série achetée, deuxième série revendue, je pense que c'est pas ma cam. Voilà pourquoi Kamakura Diary se classe en dernière position de ce top flop. À la 10e place, une autre déception pour moi, c'est le tome 8 de Holy Land. Donc dans Holy Land, on va suivre Yu, un jeune lycéen qui se fait opprimer par d'autres élèves et qui va devenir le chasseur de Yankee, donc qui va apprendre à se battre, qui va se battre très bien. Et là, on en est au tome 8 sur 18, me semble-t-il, et je trouve qu'on patauge un petit peu. Je trouve qu'il y a aussi trop de blabla, même si contrairement à Kamakura Diary, il est utile ici puisque c'est le narrateur, donc Kujimori, qui va s'insérer dans l'histoire pour nous expliquer les bases de certains arts martiaux, mais je trouve que ce trop plein d'explications donne un coup au rythme, qui fait que ça fait plusieurs tomes pour moi où Holy Land n'est pas assez bien rythmé, là où au début je trouve que le rythme était assez bon. Si ça se terminait dans 2 tomes, je me dirais bon ok, c'est pas très grave, mais là, de savoir qu'il reste encore 10 tomes, déjà je sais pas où l'auteur va nous amener, dans l'intrigue je sais pas ce qui va justifier 10 tomes en plus, et pour pouvoir continuer la série, j'ai besoin de plus de rythme, j'ai besoin de plus d'intérêt. Donc malheureusement je mets Holy Land en sursis, je vais continuer la série, mais si ça continue comme ça sur les 2 prochains tomes, je pense que je prendrai une décision par rapport à cette série. À la 9e place, on retrouve les éditions Rue de Sèvres et notamment la collection Le Renard Doré avec Contes fabuleux de la nuit. C'est un recueil d'histoires courtes, voire très courtes parfois, où l'autrice Miyako Miya va nous amener dans un monde assez doux, beau, émouvant. J'ai vraiment beaucoup accroché à son style graphique. Déjà, je trouve l'édition très très belle, comme tout ce que fait Le Renard Doré depuis leur création. Comme souvent dans des recueils d'histoires courtes, c'est assez inégal au niveau de l'intérêt de certaines histoires. Surtout que, comme je le disais au début, il y a des histoires très courtes, donc assez difficile de s'attacher parfois à certaines histoires, à certains personnages. Mais globalement, au niveau des récits, au niveau du dessin, au niveau de l'édition, c'est plutôt pas mal. Donc encore une belle découverte chez Le Renard Doré. 8e position pour Darwin's Incident, le tome 6. C'est un manga qui n'a pas l'habitude de se retrouver si bas dans mes classements, mais j'ai trouvé l'intrigue de ce tome 6 globalement moins intéressante que celle des tomes précédents. Ça reste une très bonne série, mais qui m'avait habitué à mieux, donc forcément le classement en pâtit. Pour rappel, dans Darwin's Incident, on va suivre Charlie, qui est un humanzi, donc un hybride entre un humain et un chimpanzé, dans une société qui lutte contre le terrorisme, et notamment le terrorisme lié à l'ALA, qui est en gros une association de lutte contre la maltraitance animale, qui est une association de terroristes véganes, en gros. On sent que dans toutes ces manipulations génétiques, dans toute cette histoire, il y a quelque chose de pas net. Et une jeune fille, Lucie, va beaucoup s'attacher à Charlie et va décider avec lui de mener l'enquête pour démêler le vrai du faux. Pour moi, ça reste quand même un bon tome, j'ai hâte de lire la suite. Et le truc, c'est que Darwin's Incident, au niveau du rythme de publication, c'est assez lent. Donc c'est vrai que
Moi j'attends beaucoup d'un tome quand il sort, et quand il est un petit peu moins intéressant que les précédents, ça me frustre forcément. Mais je vous conseille tout de même vivement cette série. 7ème place pour une série que j'aime beaucoup, Glouton et Dragon, le tome 13 qui est l'avant-dernier tome. On a appris que le tome 14, le dernier tome de la série, allait sortir en janvier 2025. L'attente va être longue, mais j'ai vraiment hâte. Et je me dis que je vais avoir du mal à me séparer de cette bande de bras cassés, même si globalement on est dans un récit plus sérieux depuis pas mal de chapitres, et notamment pour nous offrir une conclusion digne de ce nom, je pense. En tout cas, pas de fausse note pour Glouton et Dragon, c'est une série que je vous conseille, à voir ce que donnera le tome 14, mais j'ai pas trop de doutes sur sa qualité. À la 6ème place, et je sais que ça va en choquer plus d'un qui soit pas dans le top 3 de ce top flop, c'est Amer Béton de Taiyu Matsumoto. On va suivre deux orphelins, Noiro et Blanco, qui vivent dans un quartier très pauvre où il y a beaucoup de violence, beaucoup de corruption, mais ils savent se défendre, ils savent se battre pour leur survie et vont notamment tenir tête à un groupe de yakuza de ce quartier. Noiro et Blanco, ils ont un caractère assez différent qui est bien défini par leur nom. Blanco va être plutôt le naïf du duo, là où Noiro va être beaucoup plus sombre, beaucoup plus enclin à se faire envahir par de la noirceur en fait. Et cette gangrène qui contamine la ville de Takara, on sent qu'elle va petit à petit atteindre Noiro, qui lui est dépendant de la naïveté de Blanco qui lui fait garder les pieds sur terre et qui lui fait surtout garder son humanité. J'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dedans au début. Faut dire que le dessin de Taiyu Matsumoto, même s'il est très artistique, il est quand même assez déstabilisant. Et j'ai pas tout à fait compris au début où Taiyu Matsumoto voulait nous emmener. Et petit à petit, et cette fois grâce à son trait, grâce à cette poésie qu'il infuse dans ses récits, j'ai réussi à comprendre et j'ai beaucoup plus apprécié Je pense tout de même qu'il va me falloir une relecture de Amer Béton pour pouvoir saisir toute l'essence de ce titre, parce que j'en ai entendu des louanges. Je peux comprendre pourquoi, mais pour l'instant, c'est pas mon cas. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais j'ai certainement loupé certains aspects du titre. 5ème place pour un revenant, Berserk, le tome 42. Alors vous voyez que c'est pas vraiment la couverture du tome 42 d'ailleurs que je trouvais pas terrible. Ce sont les couvertures de Grey Squirrel 9, notamment celui qui a fait toute cette frise là. À l'époque où je lui ai acheté cette frise, il y avait 40 tomes de sortie de Berserk, mais il avait déjà prévu 2 autres couvertures pour le 41 et le 42, sans bien sûr savoir quelles allaient être les couvertures, quel allait être le texte derrière. Ce qui fait que pour l'instant, ça me permet de conserver cette frise. Et puis quand le tome 43 sortira, il faudra que je contacte Grey Squirrel pour voir s'il a fait justement des couvertures pour les tomes d'après. Comme vous le savez peut-être, le tome 42, c'est le premier tome de Berserk sans son auteur malheureusement décédé, Kentaro Miura. Donc c'est Kujimori qui a repris la supervision de Berserk avec l'équipe d'assistants de Kentaro Miura qui s'appelle le Studio Gega. Et on va pas se cacher, ça se sent dans ce tome 42. On sent que c'est imparfait, on sent qu'il n'y a plus cette patte de Kentaro Miura, mais on sent aussi qu'il y a son héritage qui est là, c'est-à-dire Studio Gaga à qui il a bien enseigné tout au niveau du dessin, mais aussi Kujimori à qui il a raconté toute l'histoire avant de décéder. Et moi en fait c'est ce qui m'importe, c'est-à-dire revoir cet univers, voir qu'il continue à vivre, surtout qu'on revoit plein de personnages très intéressants dans ce tome, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais pour moi j'ai beaucoup aimé ce tome et j'attends avec impatience le tome 43, même si je sens qu'on va devoir attendre un petit peu avant de la voir. Quelles que soient les critiques, je les comprends, mais ça m'empêche pas de continuer à adorer cette série, qu'elle soit avec Kentaro Miura ou sans Kentaro Miura, puisque de toute façon son héritage est là et une partie de lui est là, même si il n'est plus là pour dessiner et écrire ce manga. Donc pour résumer, vive Berserk et longue vie à Berserk. 4ème place pour une série qui me plaît de plus en plus, éditée chez Naban Édition, Anna et le Prince d'Albion, le tome 3. Pour rappel rapidement, le père d'Anna au début de l'histoire part en guerre contre Albion et se fait tuer dans cette guerre, et le butin entre guillemets d'Albion dans cette guerre, c'est d'emporter l'une des filles de ce royaume, et le choix se porte sur la plus atypique d'entre elles, Anna, qui n'est pas une princesse comme les autres parce que elle aime se battre, elle aime manier l'épée, ce qui va donner, vous vous doutez, des situations assez inattendues entre Anna et entre le prince d'Albion. Moi je suis toujours aussi conquis par cette histoire, surtout qu'on a droit à des petits moments de tension dans ce tome 3 qui passent très bien. Certainement d'ailleurs le meilleur tome des 3 que j'ai lu. Et j'aime de plus en plus le personnage d'Anna, que je trouve bien écrit et vraiment captivant dans son comportement, dans sa personnalité. Donc très très hâte d'en voir plus et très très hâte d'avoir le tome 4. Médaille de bronze pour une série que je trouve toujours aussi excellente, L'Habitant de l'Infini, le tome 5 dans sa
très belle réédition. On est dans un manga de samouraï, on va suivre un samouraï immortel. Et pour moi qui ai un petit peu du mal avec ce genre-là, je trouve sans conteste de ce que j'ai lu pour l'instant que c'est le meilleur manga de samouraï que j'ai lu. Désolé à tous les fans de Vagabond. J'ai beaucoup aimé le personnage de Yaku dans ce tome. Je trouve qu'il apporte pas mal à l'histoire. Et j'avais commencé cette série sur un coup de tête. J'avais vu dans ma librairie le premier tome, je l'avais trouvé très beau. Je l'ai acheté à l'édition. D'où le fait que pour moi l'édition ça compte beaucoup dans l'achat d'un manga. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait, c'est un manga de samouraï, ça me plaît pas trop normalement. J'ai eu peur de regretter et au final je regrette rien. Je suis hyper content d'avoir commencé cette série. Et dès qu'un tome sort, je le dévore. Donc si vous êtes comme moi, si vous n'êtes pas forcément fan de manga de samouraï, eh bien peut-être que vous aimerez L'Habitant de l'Infini comme je l'aime moi. Médaille d'argent et deuxième position pour le tome 3 de Chasse aux cadavres. On reste chez Sakamanga et on suit toujours cette bande d'adolescents qui va tenter d'élucider un meurtre, le meurtre d'une de leurs camarades d'école et cette énigme du mystérieux tueur au masque de Tengu. On rentre un peu plus dans un caractère vraiment sombre qu'on avait pu entrevoir dans le tome 2 et c'est ça que j'aime dans ce manga, c'est que c'est à la fois sombre mais à la fois très accessible et en plus j'ai su que l'histoire s'arrêtait au tome 4 donc j'espère que c'est un choix de l'auteur et que c'est pas une série qui a été arrêtée au tome 4 mais je pense pas parce que j'ai l'impression que Saka a décidé d'éditer certains mangas courts comme ça et ça m'étonnerait que leur choix se soit arrêté sur une série qui a été annulée. Donc hâte de voir ce tome 4 et j'espère qu'il sortira cette année pour qu'on puisse enfin avoir la conclusion de cette série. Je me demande vraiment où on va aller, le mystère reste entier et on va découvrir ça au prochain tome. Médaille d'or, une fois n'est pas coutume, pour Kumsuk Gendrikim et l'Arbre Nu. Comme souvent dans les histoires de Kumsuk Gendrikim, on va être en temps de guerre en Corée. Là on est en 1950 et on va suivre l'histoire de Kyung qui vit à Séoul avec sa mère et qui va rencontrer un jour un artiste peintre qui s'appelle Ido. Kyung va très vite tomber amoureux de cet homme, mais sauf que Ido a une famille, il est marié et en fait il a fui le nord du pays pour pouvoir nourrir sa famille. L'histoire commence des années plus tard où Kyung va à une exposition à titre posthume de cet artiste justement de Ido qu'elle avait rencontré quand elle avait 20 ans et elle va se rendre compte que cette histoire est encore douloureuse pour elle donc elle va décider d'écrire à propos de cette histoire. Dans l'Arbre Nu, on évoque le thème de l'amour impossible mais aussi de la pression familiale pour cette jeune fille qui doit s'occuper de sa mère en perdition. C'est toujours d'une justesse folle, on voit toujours le talent extraordinaire de Kumsuk Gendrikim. Décidément, elle ne m'a jamais déçu. Il ne me reste plus qu'un titre à lire et pour être honnête, je l'ai déjà lu. Il s'agit de L'Attente qui fera partie de mes achats du mois d'août et dont vous découvrirez mon avis dans les bilans lecture du mois d'août. En tout cas, L'Arbre Nu, ça fait partie encore une fois de ses meilleures œuvres, mais quasiment toutes ses œuvres sont ses meilleures œuvres. Donc je vous les recommande quasiment toutes si vous voulez découvrir totalement cette autrice. En tout cas, elle mérite beaucoup de succès en France et j'espère avoir pu convaincre certains ou certaines d'entre vous à lire certaines de ses œuvres. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait beaucoup plaisir. Et c'est donc la fin de cette vidéo. Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. On a dépassé les 2400 abonnés, mais j'ai toujours un objectif peut-être assez atteignable d'atteindre au moins 2500 abonnés avant la fin de l'année, voire 3000 si vous êtes encore plus à me soutenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures du mois et n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Nous on se retrouve très vite et en attendant, prenez soin de vous. Salut!